D'abord, merci d'être là de nouveau. Pour certains d'entre vous, vous étiez déjà là hier toute la journée pour un débat hard, mais intéressant, passionnant, avec quelques moments très forts et qui ont pris la hauteur dans le débat. Donc, je veux remercier Philippe, bien sûr, et puis vous tous. Et puis moi-même, qui ai travaillé 6 mois d'affilée pour réussir ce colloque hier. Je ne suis pas sûre que la commission était très très contente à la fin, mais c'est pas grave. Il faut quand même qu'elle écoute et qu'elle entende. Hein. Ceci dit, à la DG Comp, ils sont un peu plus intelligents quand même qu'à la DGNR. J'espère qu'il n'y a pas de personnes de la DGNR aussi. Il y a des oreilles, oui, mais voilà, il faut savoir changer. Ça fait un peu trop longtemps qu'ils sont là, ils sont dans une logique, ils n'en sortent pas, quel que soit le contexte international, quel que soit le contexte géopolitique et économique. Donc c'est un drame, il faut le dire, parce qu'il sera trop tard après. Hein. Mais enfin, on va continuer à se battre, n'est-ce pas? Et dans la même veine, aujourd'hui, vous allez entendre Philippe Herzog, Les failles de la raison. Alors on ne pouvait pas mieux titrer un livre que celui-là, en ce moment, pour un nouveau discours de la méthode. Donc il va vous parler aussi de la nécessité d'agir et de réfléchir, d'agir autrement aujourd'hui, en revisitant un peu l'histoire, parce que contrairement à ce que nous a dit Yann Panek hier, il faut savoir regarder le passé si on veut aller de l'avant et puis tirer peut-être les bonnes choses de ce qu'on a fait et pas reproduire les mauvaises choses. Hein, voilà. Donc je vais lui laisser la parole. Il a fait son petit bouquin qu'on a mis à la vente, bien sûr, pour ceux qui ne l'ont pas eu. Puis moi, je ne peux pas m'empêcher, je suis une militante. J'ai fait un article sur pourquoi la crise de l'énergie. Je l'ai mis là. Ça, c'est gratuit. Ça, c'est 16 euros. Voilà. Philippe, c'est à toi. Bien. Ce problème de comprendre le contexte actuel, on se l'est posé depuis longtemps. En 2002, j'ai publié ici en Belgique avec Debock Université un livre qui s'appelait L'Europe après l'Europe et en sous-titre Les voies d'une métamorphose. Donc vous voyez que le travail sur l'histoire et la culture nous inspire depuis très longtemps à Confrontation Europe. Et donc 20 ans après, il y a beaucoup d'expériences supplémentaires, beaucoup de richesses, de choses qu'on a faites ensemble, et en particulier dans le milieu européen, bruxellois ou strasbourgeois, mais surtout bruxellois. Et ce nouvel essai, évidemment, est plus synthétique et beaucoup plus complet que celui que je faisais il y a 20 ans. Mais c'est la même trajectoire de réflexion. Alors, le point de départ, c'est que là, nous avons une succession de crises. Et tout ça fait quand même une crise globale. Ce n'est pas des choses exogènes qui nous tombent sur la figure. C'est une crise globale, mais qui est une crise, en même temps, une mutation du monde. La mondialisation, il y a 20-30 ans, n'était pas du tout ce qu'elle est maintenant. Le monde a changé, et cette crise est en même temps mutation. Et face à ces nouvelles réalités, je pense que nous avons des handicaps mentaux et institutionnels très importants. Il nous manque une nouvelle vision du monde. Il y aura besoin de refonder l'Union européenne. Et j'y viens dans une minute et dans notre débat. En même temps, des handicaps, mais des potentiels. Parce que je crois qu'il y a beaucoup d'aspirations qui sont déçues, mais qui sont sous-jacentes. Les potentiels, il faut les faire mûrir particulièrement dans la jeunesse, parce que j'y viendrai, il y a une sous-éducation. Donc c'est une période très très difficile, mais en même temps avec beaucoup de jeunesse et de fraîcheur précisément, et d'envie d'y voir plus clair, on devrait pouvoir avancer. Mais ça pose une question centrale que s'était posée déjà il y a 4 siècles Descartes, c'est-à-dire qu'est-ce qui guidera notre raison? Je vous rappelle que le discours de la méthode, il faut une méthode qui commence par le doute, un doute profond, et avec tout un travail qui va amener à une compréhension des réalités et à de nouveaux engagements. Descartes s'est posé ces questions. Il faut une méthode. C'est notre ami décédé depuis longtemps et inspirateur, notre Jean Monnet. Jean Monnet, c'est un homme de la méthode. Donc
Mon livre est sur le besoin, c'est pas un nouveau discours cartésien, ce sera polyvalent, polyphonique plus exactement, mais il y a absolument besoin de réfléchir à la méthode et de mieux guider notre raison, qui est le sous-titre de Descartes, discours de la méthode, pour bien guider sa raison et chercher la vérité dans les sciences, dans des choses. C'est daté, mais c'est de pleine actualité. À bien des égards, nous sommes très en dessous de Descartes et en même temps, nous pouvons voir plus loin parce que nous avons beaucoup d'expérience depuis. Donc voilà l'esprit général et comment nous allons transformer ces crises récurrentes en opportunités de nous changer nous-mêmes et d'affronter ces nouvelles réalités. C'est très ambitieux, évidemment. Et je ne prétends pas faire le nouveau discours de la méthode. Je répète, ça se pose dans des conditions très différentes. Il faut coaguler des efforts multiples, dont les vôtres en particulier, puisque vous êtes dans un milieu particulièrement propice ici, au cœur de l'Europe. L'enjeu culturel. Donc je veux être bref dans l'introduction, donc je ne veux pas m'étaler, ça a plutôt des touches pour susciter vos questions. L'enjeu culturel englobe tous les autres. Et malheureusement, c'est un peu la cinquième roue de la charrette. On est tellement dans le que faire aujourd'hui, il y a la guerre, il y a la crise financière, il y a ceci, il y a cela, on est dans l'urgence, on n'a pas de recul. Et on a des handicaps, comme je dis. L'enjeu culturel englobe tous les autres, puisqu'il s'agit de nos aptitudes, nos facultés de penser et d'agir sont posées en même temps que la transformation des institutions. On est complètement, toujours dans une délégation aux institutions pour faire, alors que nous devons devenir les acteurs, et ça suppose de nouvelles facultés de compréhension des choses, façon d'agir. C'est difficile. La superstructure n'est pas dans ma tradition marxiste, elle est matérielle, mais elle est pour moi de plus en plus spirituelle. Comme disait un auteur que j'aime beaucoup, l'encre est dans le ciel, l'encre est dans l'esprit, l'encre à remettre en place. Je ne m'étends pas sur le diagnostic de la crise culturelle. Il faut lire Hannah Arendt, c'est son dernier livre, hein, La crise de la culture, qui disait déjà des choses extrêmement importantes, qui diagnostiquait, ça commence tout de suite par la crise de la tradition et de la transmission, tout de suite dans les enjeux éducatifs. Il y a 70 ans, perdu de vue complètement, ça ne s'enseigne pas, hein, ces choses-là. Ça ne s'enseigne pas, et on est dans une période de relativisme profond. Enfin, il faut voir, par exemple, le génie d'un Elon Musk ou d'un Zuckerberg, et en même temps leur infinie faiblesse spirituelle. Se croient les maîtres du monde avec une technologie. On est plein dans les diagnostics et la Heidegger maintenant. Hein. Le triomphe de la technologie qui, avec l'intelligence artificielle, va penser à notre place. Et même dans le métaverse de Zuckerberg, c'est-à-dire maintenant évadez-vous avec votre clone. Avec votre clone, vous allez vivre, c'est votre clone qui va vivre pour vous. Échappez-vous des réalités. Terrible. Donc on a un diagnostic justement de cette crise culturelle à faire au-delà et mieux que Hannah Arendt il y a 70 ans. Il faut le faire, 50 ans, puisque c'était publié en 72, juste avant sa mort. Et on a des problèmes, le naufrage de l'école, la carence du système d'information, c'est des problèmes qui doivent revenir au-dessus du panier. Il n'y a pas compétence dans l'Union, déjà un handicap. C'est les États. Les États, farouchement, qui contrôle l'histoire, disait, je ne sais pas quel champion encore de la pensée il n'y a pas longtemps, qui contrôle l'histoire? C'est farouche. C'est Poutine, et chez nous, c'est qui contrôle l'histoire? Pour poser ces questions. Je ne m'étends pas. Donc cet enjeu culturel et informationnel, j'avance tout de suite une hypothèse, et je vais le faire à chaque fois, sur les 4 mois, je suis dans la fin du premier. Nous avons besoin de nouvelles formations tout au long de la vie, de nouveaux apprentissages de la liberté et de l'agir. Et pour ça, c'est éducation, mais c'est aussi évidemment l'espace public d'information et de communication qui est bancal, qui est pas bon. Et il y a des belles choses. Moi, je ne vais pas citer mes journaux ou mon journal préféré, peu importe, c'est pas ça la question. Il y a des outils, mais l'espace public, il est complètement dans l'urgence, dans l'émotion. Un problème chasse l'autre. Il n'y a pas de profondeur. Premier point.
Mais si le problème, comme dit le poète Hölderlin, là où, j'aurais dû le citer dès le début, puisque c'est ça, les failles de la raison font partie de l'esprit du poète 1802-1804, il disait ces choses-là. Là où gît le péril se situe aussi ce qui sauve. Donc si vous détectez bien les failles de la raison et de la conscience, vous allez lucidement pouvoir affronter les nouveaux défis et imaginer mieux l'avenir. Le poète a dit mieux que tous les autres, à mon avis. Alors il y a l'enjeu culturel que j'ai en tête, et je cite les trois autres. L'enjeu géopolitique, attention, l'époque change. L'époque change. Retour du politique en grand dans l'économie. C'est plus Zuckerberg, c'est beaucoup plus compliqué. Retour dans une logique de bloc de puissance, les États-Unis en tête, pour la suprématie. Il n'y a jamais eu une telle intrusion, une extraterritorialité de la pression américaine dans tous les domaines. Et là, j'ai pas mal d'informations sous-jacentes dans les domaines de la pression sur nos comportements bancaires, industriels et autres. C'est une véritable stratégie. Ce n'est pas forcément les présidents Trump et Biden qui sont dans une complète continuité de ce point de vue-là. Se refaire une force, America First, notre domination du monde est affaiblie, il faut la reforger. Et de ce point de vue-là, il y a une splendide opportunité avec la guerre en Ukraine, je suis désolé. Ils sont les gagnants de cette guerre. Tous les jours, vous lisez ça dans Financial Times. Ils se refont une industrie. L'Europe voulait être souveraine et autonome au plan stratégique. Elle se coule directement derrière la puissance américaine tous les jours. Et ça se voit dans tous les domaines et ça se lit aussi en économie. Leur déficit s'affaisse. Le dollar remonte. Nous, on avait un excédent majeur. C'est fini, on est en déficit. Et l'euro plonge. Tous ces symptômes monétaires d'un changement des rapports de force, il faut vraiment y prêter beaucoup plus attention, mais je suis déjà dans le point suivant. Donc on est dans une repolitisation de la mondialisation. C'est plus Friedman, j'ai oublié son prénom, celui-là, le monde est plat. Le monde est plat. Il y a une division, il y a internationalisation de la production dans le monde entier, mais c'est en train d'être brisé. C'est une déglobalisation. Ou recomposition du monde entre amis et ennemis. Janet Yellen, c'est plus fair trade. C'est plus free trade. C'est free and fair trade. Donc vous allez commercer entre les amis aussi. Et là, on vous demande de resserrer les rangs dans une logique de bloc. C'est peut-être les États-Unis, ils sont loin de l'Ukraine, hein, mais nous, la guerre est là. La guerre est là. Et si on ne prépare pas la paix tôt ou tard, la question d'avoir un cancer durable à notre porte, elle est posée. Et aux portes de l'Ukraine en particulier, d'ailleurs. Ils devraient y penser peut-être un peu plus. Mais bon, eux, ils sont sous le feu, donc ils ne peuvent pas y penser. Enjeu géopolitique. Enjeu économique, je l'ai déjà évoqué, mais il se rejoint. Mais ce n'est pas le même. C'est une crise de l'économie mondialisée. Crise sur crise. La toute dernière est en 2008, elle était déjà forte, mais attendez-vous, je cite le même journal, ouragan qui se prépare. Alors on en est à discuter, est-ce que la récession va être profonde ou pas profonde? En tout cas, ça risque d'être une dépression. En tout cas, lucidement, il faut considérer que ça fait partie des hypothèses si on ne gère pas correctement cette situation. Et pour gérer correctement cette situation, il faut un diagnostic de qu'est-ce que est devenu le capitalisme friedmanien. Après la guerre, en gros, vous aviez une maîtrise publique et sociale de l'économie, et vous êtes dans un nouveau monde où il n'y a plus la maîtrise des États. Regardez ce que fait l'État français, il essaie de corriger les maux d'une situation économique qu'il dépasse complètement. Changement d'époque. Sauf que les stratèges américains ou chinois, eux, c'est eux qui mènent le retour de la politique, c'est pas nous. L'économie, on a suivi le train de ce que j'appelle une tunique de Nessus. On a donné un pouvoir aux champions de la finance et de la technologie, et on court derrière. Le cas du numérique étant d'ailleurs quelque chose d'exemplaire, quoi. Donc,
Et la finalité climat apparaît, parce que l'Europe cherche toujours ses idéaux, quand même. Le climat, le climat. Mais la planète se sauvera sans nous. Le problème, c'est sauver l'humanité. Il faut quand même voir les choses en face. Et il faut de meilleures facultés humaines pour traiter le climat. Et on ne pourra pas traiter le climat dans la détresse et dans la misère. Donc il faut un équilibre entre les aspirations et les besoins sociaux et le climat. C'est extrêmement difficile. Si vous prenez unilatéralement le climat, vous avez ce que font l'écologie politique, c'est-à-dire, tiens, d'abord la sobriété, ça va faire tout, oubliant que faire de la sobriété, c'est refaire des maisons, des habitats, c'est de l'industrie, chers amis. Très compliqué. Ça ne se fait pas comme ça en claquant des doigts. Donc l'écologisme politique nous plombe, ça j'en suis absolument convaincu. Il pose mal les questions. Et à la limite, je ne sais plus quel pape avait dit, c'est un développement humain et écologique le sujet. Humain, solidaire et écologique. C'est beaucoup plus compliqué que ce que dit l'écologie politique, qui prétend avoir trouvé les techniques géniales, comme l'hydrogène ou autre, et dès qu'on voit le soubassement du problème, on s'aperçoit que ça va faire des pollutions, il faut l'électricité, etc., 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 etc. Je ne développe pas. L'enjeu économique, il est là, c'est une question d'une nouvelle maîtrise sociale et publique de l'économie, comme on a su le faire après la Deuxième Guerre mondiale. Et comme on ne sait pas le faire aujourd'hui, et malheureusement, cette maîtrise publique de l'économie, elle est vue aux États-Unis sous l'angle de l'ambition de suprématie mondiale, et les Chinois, qui sont capables de faire face, ou commencent à capables de... D'où la réaction des États-Unis contre la Chine, d'ailleurs. Si on perd notre suprématie, on est foutu, quoi. Et l'Europe. Souveraineté, autonomie stratégique, on n'en parle même plus. C'est impressionnant. On surfe sur des mots, là, alors qu'il y a des enjeux plus profonds qui m'amènent à ma conclusion, la question démocratique, la question du comment faire. La question du comment faire, vous voyez bien qu'il y a un épuisement de la démocratie représentative, en France, en Italie et ailleurs, en Belgique, alors, à l'évidence. Donc la délégation de pouvoir à des institutions étatiques et pluriétatiques, c'est une extrême délégation de pouvoir et de pensée à la Commission européenne que j'aime beaucoup par ailleurs. Enfin, c'est quand même ça la réalité, penser à notre place. Elle pense à notre place, et après on est dans un encombrement de logique interétatique, de rivalité, qui ne permet pas de dégager un bien commun et qui va devoir le permettre. Donc il y a une perte du contrat de confiance au niveau national, et on veut quand même rester, sauf la Grande-Bretagne, rester dans l'Union, parce que le bon peuple sait que ça va être pire, même Marine Le Pen le sait, si on en sort, unilatéralement et bêtement. Compliqué. Donc la question démocratique est posée. Et le libéralisme contre l'illibéralisme, c'est d'une superficialité totale, parce que la crise du libéralisme, et ça aussi je le lis chez les anglo-saxons, je suis désolé, ils sont quand même, il y en a de très très bons. La crise du libéralisme et du néolibéralisme, je lis même dans un édito récent, nous sommes dans une ère post-néolibérale. Il est temps d'y réfléchir. Donc le problème de la crise de la démocratie est posé. Et loin, il vaut mieux vivre en démocratie que pas, qu'en autocratie, ça c'est clair, sauf que si on continue comme ça, on engendre l'illibéralisme. On n'est pas totalement responsable, mais enfin quand même, et il peut nous servir de wake-up call en nous posant des questions dérangeantes, et donc on a à gagner des consciences pour le battre. C'est pas évident ça, alors qu'il y a tellement de laissés pour compte de gens qui ne croient plus dans la politique représentative. Donc, les aspirations, alors il faut faire appel aux aspirations sous-jacentes à participer. Il y a un double aspect des réseaux sociaux et autres. C'est pour le pire, plutôt, ça peut être pour le meilleur, si les gens apprennent à s'éduquer et se responsabiliser. Donc la participation, c'est une aspiration, on veut dire son mot sur tout, on pense mieux que l'autre, c'est un relativisme complet, ça ne fait pas une société, mais ça va devoir le faire. D'où les enjeux éducatifs, d'où les enjeux d'information, d'où l'esprit de responsabilité et de solidarité à bâtir.
pour participer. Mais l'aspiration est sous-jacente. Et combien de gens ont de la créativité? On sort d'un taxi, où le chauffeur de taxi, il est excellent, et il pense largement aussi bien que nos élites méritocratiques, et même mieux. Les gens se posent ces questions. On a connu, Claude et moi, un ouvrier sidérurgiste lorrain qui passait son temps à comprendre le chômage, quoi, et qui n'est pas parvenu, et qu'il est mort d'alcoolisme et autres, parce qu'il faut voir aussi les dégâts de notre désindustrialisation, mais je ferme la parenthèse. Donc tout ça, participer, solidariser, amène à la question finale. On est à Bruxelles, de la refondation. Au moins de m'éloigner de l'Europe, ça m'en rapproche. Je ne crois pas du tout aux replis nationaux. Je pense qu'une déglobalisation sauvage serait une catastrophe. Catastrophe. Donc je suis pour retrouver un esprit de multilatéralisme. Et comment faire autrement au niveau national si nous n'avons pas un espace européen qui va se refonder, mieux se construire? C'est central, absolument central pour l'Europe. Donc je ne quitte pas du tout, je renvoie au débat si ça vous intéresse, sur le comment faire, mais il y a un problème de refondation, où je peux terminer en citant Monnet. On a oublié le message de Monnet, ça aussi j'essaie de revenir là-dessus. Sur ce qui s'est passé à la création de la communauté, c'est toujours ma méthode, mieux comprendre le passé pour mieux saisir l'avenir. Et donc j'ai le même effort sur ce qui s'est passé après-guerre. Et je vous rappelle le mot d'ordre, c'est plus qu'un mot d'ordre, de Jean Monnet. Entre parenthèses, on a créé l'Institut Jean Monnet, son petit-fils, et j'ai l'honneur d'être du comité d'honneur aux côtés de Kissinger, de Lamy et compagnie. On est une douzaine, alors je suis quand même... C'est ma meilleure médaille de fin de vie, je dirais. Ça tombait bien. Ça tombait bien. Et donc, ce problème de la refondation est posé, et Jean Monnet disait, nous ne coalisons pas des États, nous unissons des peuples. Et comment j'unis des peuples? En créant des solidarités concrètes. Il n'a pas voulu rester le chef de la commission, il est dans la société civile qui se construit. Bâtir des solidarités concrètes, et vous voyez son ambition, je commence par charbon-acier, sous le feu, là. Mais je vais continuer sur l'énergie, Euratom. Je veux continuer sur les transports, et c'est poser des questions de formation aussi. C'est des biens communs. Donc les solidarités concrètes sur des biens communs, voilà comment on doit refonder l'Union. Pour partager des biens communs dans un nouveau monde où les problèmes de l'humanité sont posés et du climat. Et donc c'est un défi magnifique, et pour des jeunes, c'est le plus beau des défis. Donc je pense que les jeunes ont devant eux une vie, mais qui se pose quand même des questions d'auto-formation et d'engagement. Mais l'aspiration à l'engagement, je sais qu'elle existe. Mais en politique, c'est pas évident. Voilà, j'étais un peu plus long, mais je crois c'est très global, tout ça. Mais tout se tient. Et je pense que c'est quelque chose d'accessible. C'est pour ça que 118 pages, c'est peut-être trop concis. J'ai pas la solution clé en main, hein. C'est méthode. Méthode pour mieux guider sa raison. Vous partez d'un postulat plutôt positif. Enfin, j'imagine que si vous le faites, c'est que vous vous dites qu'il y a une chance d'y arriver. Si jamais on n'y arrive pas, qu'est-ce que vous entrevoyez? Alors, je pense qu'on ne peut pas faire de prévision déjà quand on est dans de la prospective, puisque tout n'est pas indéterminé. On est dans la plus grande incertitude. Alors c'est tout le contraire de Descartes. Je cherche la vérité certaine. Je cherche une vérité certaine. Descartes, c'est pas n'importe quoi. Vérité certaine. Nous sommes maintenant complètement dans l'incertitude totale et dans le relativisme. Chacun pense comme il veut. Et il n'y a plus de ciment. Donc, on est loin de Descartes. Donc, on est dans ce contexte-là, il n'y a pas de prévision possible. Même les prévisions à court terme, vous remarquez que les économistes se sont plantés à chaque fois. Vous n'avez pas vu la crise de 2008. Certains, si, il y a toujours des précurseurs. Schiller et Robert Schiller et quelques autres.
Et même Bill Gates le Covid est anticipé par Bill Gates à sa façon. Il y aura des grandes pandémies. Donc on peut anticiper, il faut chercher à anticiper, mais tout dépend de nos engagements dans le présent. Et pour répondre à votre question, si nous n'y arrivons pas parce que nous sommes pessimistes uniquement aujourd'hui, et si nous ne voyons pas les opportunités de changement, alors nous allons nous taper des crises plus graves. Des crises plus graves, ça commence à apparaître bêtement chez des gens qui disent, c'est sidérant d'ailleurs de lire ça, notamment les écologistes, hein, excusez-moi, mais oui, ben les prévisions démographiques, on s'est planté, il n'y aura pas 10 ou 12 milliards d'hommes, on va vers 4 milliards. Et c'est formidable. Ce sera plus facile de répartir des richesses, le problème sera résolu. Ânerie monumentale, vous passerez, ce sera extrêmement grave, le recul démographique, lié à des guerres, lié à des pandémies, etc. On ne voit pas la détresse que ça pourrait supposer. C'est fou ce qu'on lit dans la presse, bêtises, mais ça fait peur, quoi. Et des gens qui ont pignon sur rue, par ailleurs. Des Sandrine Rousseau, en l'occurrence, puisque c'est le genre de personnage qui sort ces trucs-là. À la main. Et à la main aussi, à sa façon. Mais des grands cinéastes plus subtil. Il y a des grands américains qu'on a rencontrés. Oui. Donc on est dans... Il faut imaginer correctement l'avenir comme lié à des engagements. Si on va vers cette crise plus profonde qu'on risque maintenant, donc on peut faire des débuts de scénarios de risque de crise financière notamment, on ne veut pas voir. On ne connaît pas monnaie finance, alors ça mais ça englobe tout. L'économie est friedmanienne, et néo-friedmanienne, puisqu'il y a retour du politique, lui il ne voulait pas d'État. On est déjà allé chercher au-delà de... C'est impressionnant comme période. Donc si on n'arrive pas, si on retombe dans une période dépressive, genre 29, eh ben, j'espère que le retour de l'imagination et de la prise de conscience pourra se faire. Et on fera dans un contexte catastrophique où l'envie de faire autrement montera aussi, j'en suis absolument convaincu. Alors malheureusement, si ça passe par des dégagismes d'extrême droite, mais regardez l'extrême droite qui cherche à se recentrer en Italie comme en France. Hein. Compliqué, il faut... Comment ? Suède. Ou Suède. Attention, il ne faut pas les mettre dans l'enfer. Ils nous titillent, et peut-être qu'ils peuvent être dans le futur, plus qu'on ne croit. Vos pouvoirs, même si on n'en veut pas, je peux comprendre, parce que ça risque de ne pas être triste. Mais aujourd'hui, ça risque de ne pas être triste. Donc, il y aura des rebonds, l'humanité ne va pas disparaître comme ça. Mais faut-il passer par des périodes de glaciation humaine et pas seulement climat? On n'en est pas là au plan climat, puisque la période de réchauffement n'est pas terminée. Hein. Mais bon. Donc voilà, je ne peux pas vous dire mieux. Il y a toujours une opportunité dans la crise. Mais cette fois-ci, qui passe par des engagements à l'échelle planétaire. La crise étant globale. Après la libération, il y a eu une renaissance nationale grâce à l'appui européen, grâce au début de la création de la communauté européenne, et à l'appui américain qui était quand même plus intelligent, en tout cas moins égoïste que celui d'aujourd'hui. Donc il y avait une puissance relativement bénévolente, comme disait je ne sais plus quel ambassadeur, face à une salle d'Européens et notamment de communistes dans la salle, en posant la question aux gens, mais quelle autre puissance préféreriez-vous que nous? C'est quand ils étaient bénévolents, les Américains. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et Biden, comme Trump, ne vous y trompez pas, avec des soi-disant meilleures intentions. America first. Suprématie first. On se refait des forces. Pour ça que la logique de... C'est quoi la réponse? Quelle suprématie préféreriez-vous? Je suis obligé de faire apprendre la richesse de la diversité, sortir des logiques de bloc, justement, et donc acquérir, dans mon livre, je parle d'une conscience commune entre des gens très différents qui vont apprendre à se respecter. On essaye, on pourrait diaboliser l'islam tel qu'il est devenu. On en a peur, mais peut-être aussi, on cherche à détecter une richesse
chez des gens qui sont les premières victimes, d'ailleurs, on le voit en Iran, heureusement qu'ils se rebellent. On est tous sur l'Ukraine, il y a très peu de manifs sur les femmes iraniennes et autres, alors que c'est des assassinats tous les jours, c'est un pouvoir à tendance totalitaire là-bas. Et où est notre engagement? On est à géométrie variable, nous, toujours, dans nos engagements. Donc, je ne sais pas si ma réponse vous convainc, mais c'est pas joué. Je retiendrai que plus la crise est profonde, plus On risque de devoir l'imagination- réagir plus dans la crise profonde. Et les jeunes trouveront la solution à leur façon. Alors, il ne faut pas qu'ils se barricadent, mais pour l'instant, ils ont un esprit mondialiste, les jeunes. Donc, de leur jeunesse peut trouver des solutions que je n'ai pas, parce que moi, je suis quand même... Je fais mon âge. D'autres questions? Si on prend un cas concret comme... Vas-y. Un cas concret comme la crise actuelle en France avec Total, où se placent les solidarités concrètes? Alors, la preuve, et ça va... Merci de la question, parce que ça va m'amener à donner pas un coup de chapeau, mais quand même à dire que le cerveau de la communauté, c'est la commission, pour faire court. C'est pas M. Macron, c'est pas M. l'Allemand Olaf Scholz, non. Non. Ça, non. La commission est un lieu qui a une doxa que je critique. On en parlait hier avec la DG Combe, qui a l'air de comprendre. D'ailleurs, on a parlé ce matin avec Guersan. Il faut voir son analyse de la révolution numérique, remarquable, il connaît ça à fond. Et les histoires d'effets d'échelle et de réseau, Guersan, il connaît ça beaucoup mieux que moi. Quand je disais hier, il faut citer Maurice Allais, que tout le monde a oublié, qui a des secteurs à rendement croissant et avec effet de réseau, au bout de 2 minutes, ce matin, Guersan parlait de ça, il sait. La commission est un enjeu de pensée et d'engagement fondamental. Mais l'Europe, plus généralement, pour les raisons que j'ai dites. Et donc, la preuve que malgré leur propre tare, qui est lié à leur fonction et au fait que tout est juridicisé, mais c'est un droit commun qui se veut être commun, mais ce n'est plus des engagements de projets, de programmation, de projets communs. On veut tout régler par la règle. Et on a oublié Montesquieu qui se posait au moins la question de l'esprit des lois. C'est-à-dire ce serait le moment de réfléchir à qu'est-ce qui guide la raison des juristes et des gens de la commission. Mais quand même, c'est dans la commission qu'apparaissent donc des bourgeons assez intéressants. On parle solidarité. Le premier papier politique que je lis sur le problème des solidarités, c'est Breton, Gentiloni. Lui, c'est l'Italien, qui écrivent ensemble. Alors, je ne sais pas s'ils ont cité nommément l'Allemagne, mais qu'on a un gros problème de solidarité intracommunautaire. Ils ont donc tiré une leçon aussi de la crise de 2008, probablement implicitement. Et ils parlent solidarité. Où est l'article? Où est le discours macronien? Souveraineté, excusez-moi, sauf que c'est tout le contraire. Et ces deux-là parlent de solidarité à bâtir. C'est très intéressant. Et la preuve qu'ils sont dans le sujet, ils ont tenté. Les vaccins, les stocks de gaz. Ils essaient de faire de la solidarité alors qu'ils n'en ont pas le mandat, de par les traités sacro-saints. Donc il se passe des choses. Même les gens qui sont pas près du peuple, je dirais, mais qui ont reçu une envie historique venue des pionniers de tout à l'heure, ils ont envie d'essayer de faire des solidarités concrètes. Ne parlons pas, et bien sûr dans la défense, malgré tout. Sauf que je ne me réjouis pas du réarmement allemand, pas du tout. Parce que l'Europe doit prendre l'enjeu de l'arrêt de l'escalade du surarmement. Et c'est ça sa vocation historique, de ses idéaux. Qu'est-ce que c'est qu'une Europe qui n'est pas capable? Prenez l'Ukraine, prenez le surarmement. C'est de la folie, le surarmement.
Il y avait des films, vous voyez le film de Kubrick, Docteur Folamour. C'est fou, notre situation. Donc on est vraiment dans un moment où il faut trouver cette autonomie stratégique, cette faculté de penser par nous-mêmes, ne pas coller aux Américains, où il y a des gens excellents, je citais, c'est les meilleures analyses de la situation, à mon avis, dans la partie la plus éclairée des États-Unis, mais ils sont ambivalents comme tout le monde. Ils sont riches de promesses, les Américains aussi. Donc on est là, et donc, repose-moi un bout de ta question que j'ai pas... Donc, dans les solidarités concrètes, le cadre total, comment est-ce qu'on... Donc les solidarités concrètes, comme on ne peut pas les faire uniformément et par le droit et par la règle, la preuve sur l'énergie, encore hier, c'est pas la DG Énergie qui est en pointe. La DG Comp est déjà mieux en pointe, qui a d'ailleurs une compétence exclusive, entre parenthèses. Donc il s'est posé pas mal de questions. Et d'ailleurs, le Nicolas était très intéressant, hier. Oui. Oui, mais Pousse la question. C'est très concret parce que tu as Total Énergie qui fait des milliards, 16 milliards de profits, effet d'aubaine des subventions aux ENR, aux énergies renouvelables, et crise du prix du gaz, parce qu'ils vendent du gaz et du pétrole, et en même temps, les entreprises qui doivent servir des missions, enfin qui ont des missions de service public, comme EDF par exemple, et qui doivent fournir l'électricité à tout le monde, eux, on leur demande l'effort à faire auprès des populations en vendant toujours plus d'électricité, toujours moins cher, et eux, ils sont plombés complètement, ils ont 45 milliards de déficit, et il va falloir qu'ils investissent. Alors, où seraient les solidarités concrètes à exiger? Voilà, c'est ça, il faudrait que Total, enfin, encore deux mots là-dessus, voilà, Total doit... Fouillané donne généreusement 16 centimes du litre d'essence, il est exempt de 16 centimes du litre d'essence. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de voir, non seulement on doit le taxer parce qu'il ne paye pas d'impôts en France, mais surtout on doit examiner des passerelles entre les grands groupes de l'économie de l'énergie ou entre l'industrie de l'énergie pour pouvoir faire bénéficier les entreprises déficitaires de moyens qui leur permettent d'investir et de répartir et de permettre de répondre aux missions qu'on leur confie. Et Total devrait d'ailleurs avoir des missions obligatoires de service, parce que c'est de l'énergie aussi qu'il faut. Et les ENR, c'est pas n'importe quoi. Alors il y a un élément de la réponse supplémentaire à ce que tu viens de dire, quoi. Ces problèmes de crise de l'énergie chahutent aussi la pensée bruxelloise, la pensée commune. La crise de l'énergie, les réalités poussent à remettre en cause des dogmes, dont le dogme de la sortie du nucléaire à cause de l'unilatéralisme allemand. C'est pas l'idéologie. Je veux pas stigmatiser l'Allemagne parce que la France n'est pas brillante. Mais je me souviens, j'étais invité une fois en Allemagne. La petite histoire est intéressante. Je voulais que les questions de service public et d'intérêt général deviennent des sujets européens, que l'Europe soit responsable de biens publics et donc d'une mission de service public. Je suis invité par la conférence des évêques et du patronat allemand en Allemagne, à cette époque, une belle époque où j'étais rapporteur du Parlement européen. Et je pousse le débat. Et ils me disent, les évêques allemands, les patrons n'ont pas... En Allemagne, on n'a pas de culture de solidarité. Dans la culture protestante, luthérienne, historique, c'est chacun est responsable à sa place. C'est des questions fondamentales, ça, mais bon. Très intéressant. L'Allemagne ne sera pas porteuse des solidarités. Elle demande la solidarité à son bénéfice alors qu'elle nous a mis dans la crise de l'énergie. Génial. De même que Zuckerberg et machin, ou le Elon Musk, champions qui sont des grandes puissances mondiales, quoi, à eux seuls. La technologie nous a mis dans le pétrin, mais on va s'en sortir par la technologie, laissez-nous faire. C'est d'une évidence, toutes ces choses. C'est ça la vie. Hein. Donc effectivement, on va comment faire? Je ne peux pas d'unanimité. Vous aurez l'Allemagne, l'Autriche, le Luxembourg contre le nucléaire, pour prendre cet exemple. Il faut inventer des coopérations renforcées. D'ailleurs, dans mon bouquin, dans mes mémoires, Guersan
me donne quitus, il faut faire des... On fera de la géométrie variable en matière de coopération pour faire des solidarités. Si les pro-nucléaires, pour prendre cet exemple, font ce que Confrontation, avec Claude en particulier, font depuis plusieurs années, c'est-à-dire chercher un pacte de solidarité et le faire en coopération renforcée structurée, parce que mais il ne faut pas que les autres nous empêchent de le faire. Donc là, vous avez un combat politique des coopérations renforcées dans ce domaine indispensable. Moi, je le ferai volontiers. Dont le Parlement peut... Alors, une petite... très intéressant hier, hein, ce sera dans les recommandations. Grudler, qui était présent, a pris la balle au bond en disant qu'effectivement, ça peut devenir un combat du groupe informel qui vient de créer pour le nucléaire au sein du Parlement européen. C'est lui qui a gagné, avec d'autres bien sûr, la bataille sur la taxonomie. Ils ont envie de s'emparer de cette question des coopérations renforcées. Pacte de solidarité, il n'a pas bien compris de quoi il s'agissait, mais on va l'aider parce qu'il pense que c'est ça qu'il faut faire. Oui. Donc si on gagne une partie du Parlement, ou en tout cas qu'on ouvre le débat à l'intérieur même de l'institution, il y a un petit bout de chemin qui peut se faire. Voilà, mais c'est très dur, hein. La Commission n'en veut pas, vous avez entendu hier. Là, un tout petit mot là-dessus. Quand j'ai critiqué l'Allemagne, on m'a dit « t'es pas solidaire ». Elle demande de la solidarité. Moi je suis solidaire des peuples, je ne suis pas solidaire avec l'Allemagne pour l'aider à sortir de sa crise, contre nous en plus. Elle va mettre 200 milliards pour ses entreprises, le Portugal ne pourra pas faire la même chose. Il proteste. Ni la Grèce. Donc les réalités, pour compléter d'ailleurs la réponse, tu vois que les réalités nous poussent à poser les vraies questions et que ça apparaît dans le milieu commun bruxellois et que les questions du bien commun sont posées comme elles n'étaient pas posées avant. On n'est plus dans la doxa du marché pur et dur. On n'est plus dans Friedman, le monde est plat. Je sais plus, j'ai vraiment oublié son prénom celui-là. Non, c'est pas le Milton Friedman. C'est un journaliste qui a écrit un best-seller mondial, s'appelle The World is Flat. Mais bon, on n'est plus dans ce monde puisqu'on est dans la repolitisation. Sous l'égide américaine, à des fins purement de suprématie, enfin, par peur de la Chine en particulier. Trump est plus clair que Biden là-dessus, mais il est parfaitement clair. Mais c'est d'ailleurs qui dirige aux États-Unis, c'est pas. Est-ce que c'est Thomas Friedman. Thomas Friedman. The world is flat. Et maintenant, le world est pas flat, il se remet en bloc. Mais donc tous les problèmes sont posés là. C'est intéressant. La guerre là nous oblitère tout là. On ne veut pas voir que la crise avait bien commencé avant, que la recomposition du monde avait commencé. La preuve, je cite Trump. Obama ne se posait pas ces questions. Ça, Obama n'a pas fait, restera pas dans l'histoire comme un des grands présidents. Hein. On ne peut pas dire malheureusement. Philippe, je vais te poser une question. Est-ce que, comme je te connais depuis plusieurs années, et tu as bien prévu ce qui arrive aujourd'hui, je pense dans plusieurs reprises. Voilà, les témoins, on ne peut pas le cacher. Oui. Est-ce que tu vas être entendu vraiment ce que tu dis, des mots-clés qui est en train de te dire? Est-ce qu'il y a une chaîne télé européenne, il va te parler une phrase qui est clé? C'est l'avenir de l'Union européenne, qui est en cause maintenant. C'est 60 ans sans guerre, 60 ans et stabiliser le monde, mais avec les Américains, vraiment musclés. Oui. Est-ce que quelqu'un qui va t'entendre? Alors, on est des presse clubs, et moi je n'ai rien vu d'hier que tu as parlé sur au moins le réseau social. Oui. Pourtant, en tout cas, c'est là qui est. Au moins sur la question sociale, oui. Non, c'est sur la communication autour de ce qu'on dit, sa question aussi. Autour de ce qu'on dit, avec Confrontation Europe, on a eu un véritable pouvoir d'influence. Je vais le reciter quand même. On a mené les années 1990, sous Jacques Delors, la bataille de la participation, avec le soutien des Gabaglio, des syndicalistes italiens et d'autres. C'était avec le soutien aussi des patrons qui étaient avec d'Avignon et compagnie, qui rentraient en politique. Dans les années 90, on a posé la question de la participation, on était en pointe. Delors, dans une réunion publique, disant « l'Europe veut créer une communauté par le haut, Herzog par le bas », par la solidarité, par les peuples eux-mêmes se solidarisant.
au tournant des... Ça a été fini après Delors et les soutiens qu'il nous a apportés, ça ne fait aucun doute. Notre pouvoir d'influence. L'aventure constitutionnelle était une erreur, parce que ce n'était pas mûr. Et tout ça a été balayé, il faut une bonne constitution. Point de vue rousseauiste que je respecte. Les Rousseau ont fait la bonne constitution dans un pays et on est sauvé. Bon, mais quand même, il y a une culture derrière tout ça. La participation a reculé, c'est devenu technocratique le centre. D'ailleurs, il faut un collège politique au centre, du point de vue des propositions. La commission doit être coiffée par un collège politique qui aurait une légitimité pan-européenne. Sinon, c'est une administration dont son mandat est juridique. Et inscrit dans le marbre. Et inscrit dans le marbre. Donc, participation, on a cette expérience qui, pour moi, a avorté provisoirement. Mais participer est l'enjeu crucial le plus profond. Participer et solidariser. Après, dans les années 2000, on a quelques résultats non négligeables. On a la bataille des services publics. Je voulais des biens publics européens, des services publics européens, inaboutis, mais pas complètement, grâce à l'amitié de Mario Monti, parce que c'est comme ça que ça s'est passé. Qui avait adhéré à Confrontation Europe. Hein. On a réussi à inscrire, on a réussi, qui est devenu un ami, on a réussi à inscrire dans le texte de Lisbonne, dans le traité de Lisbonne, que les États et l'Union sont co-responsables des services d'intérêt général. Il y a une responsabilité commune, dont une responsabilité de l'Union, qu'on ne peut pas dire qu'elle en prenne soin. Au contraire. Elle a voulu continuer à tronçonner la concurrence, le dogme de la concurrence sans coopération. Delors avait dit clair, d'ailleurs, il faut la concurrence, mais la coopération et la solidarité. C'est le triptyque de Delors. Mort. Delors, d'ailleurs, on ne l'entend plus. Dès qu'il a quitté les pouvoirs, c'était terminé, lui. C'est impressionnant. Donc bravo Confrontation Europe, en tout cas dans le palmarès que je vais continuer, d'avoir réussi à avoir une influence dans ces conditions, alors que Delors n'en avait plus. Ah oui, mais j'y viens alors. Ah bon. Oui. Donc ensuite, deux autres... Je commencerai... Alors la finance, paradoxalement, alors sous Barnier, j'ai fait tandem avec Guersan, quand même. L'union bancaire, c'est nous. Hein. Et dans la crise financière qui arrive, c'est... D'ailleurs, le prix Nobel Bernanke est sur le même sujet, l'importance des banques dans une crise. C'est le seul homme de pouvoir qui a le prix Nobel d'économie par ses travaux sur la banque et le problème des banques dans la crise. On a réussi une union bancaire, ce n'est pas du côté du système bancaire européen que vous allez avoir la plomberie, la crise, là, vous allez l'avoir par les marchés financiers et même par les fonds de pension et autres institutionnels. C'est au bord de Lehman Brothers, ce sera un fonds de pension britannique. C'est ça qui est annoncé comme risque majeur. Donc la crise financière, là on n'a pas pu traiter, sauf qu'on a voulu, avec Guersan et Barnier, faire le tout. Union bancaire, union des marchés des capitaux et union du financement pour l'investissement de long terme. Budget européen, la bataille sur le budget. On a mené une formidable, donc qui amène au budget, une magnifique bataille de la finance. Moi c'est ma plus grande fierté. D'autant que je peux vous dire qu'en l'an 2000, je ne connaissais pas bien la nouvelle finance. Mais enfin, merci la commission, merci à Barnier de m'avoir élu conseiller, nommé, et à Guersan d'avoir fait tandem. Et il a renouvelé 5 fois, hein, parce que normalement, les conseillers à la commission, c'est 1 an, il a fait 5 ans. Et donc... et l'énergie. Et enfin, j'en viens à l'énergie. L'énergie, on a été les premiers à poser la question d'une communauté de l'énergie, parce que pourquoi briser les systèmes nationaux qui fonctionnent bien, nous disait notre Boiteux, un type formidable, Marcel Boiteux, qui avec le prix Nobel Allais, avait compris que les industries de réseau et d'effet d'échelle ne peuvent pas être régulées de la même façon que les industries qui font des t-shirts. Il y a 2 types d'industries. Salué par Samuelson, le pape américain de la science politique. On n'en a pas tenu compte. Et on a une doxa de la concurrence, je l'expliquais hier, qui nous a enfermés
dans la première étape de la concurrence, vous ouvrez les espaces nationaux, sinon vous n'aurez pas de marché commun. Donc on a une politique de la concurrence qui est dans le marbre et vous ouvrez les espaces nationaux. Donc concurrence, concurrence. Coopération, on ne veut pas savoir. C'est pourquoi vous avez le démembrement des l'unbundling et autres beautés. Sauf que les réalités de l'énergie nous amènent grandeur nature le problème de la solidarité, du manque d'anticipation et de la nécessité de repenser dans ce contexte ce qu'on a abusivement appelé communauté de l'énergie qui n'en est pas une. Union de l'énergie qui n'en est pas une. Le grand résultat... Voilà. Donc, confrontation a été là aussi à l'avant-garde. Je vous donne 4 exemples. Et confrontation avec son logiciel de créateur de débats publics européens, parfaitement accrédité à Bruxelles en particulier, parce que c'était absolument déterminant, parce que vous vivez au cœur de cette communauté en formation, quoi. Confrontation a joué son rôle avec des résultats partiels. Je suis pas amer. On a toujours été très critique pour être très positif. Toujours. Moi, je voudrais ajouter un tout petit mot là-dessus, parce que confrontation, on n'est plus là depuis 2014. D'ailleurs, je le disais à Thomas, partout où on va, on nous appelle ce que vous faites à confrontation, président, enfin bon, etc. Donc on leur dit, mais non. Mais on a quand même, en coopération, plus ou moins, mais quand même, continuer, nous, avec un autre réseau qu'on appelle les entretiens européens et eurafricains. Parce qu'on avait compris aussi que l'Europe, si elle se repliait sur elle-même, pire, si elle se refractionnait entre États nationaux, avec même des départs comme le Royaume-Uni, c'était fini, c'était foutu. Donc il fallait que l'Europe s'ouvre. Et donc moi je me suis coltiné la géopolitique de l'ouverture de l'Europe. L'Afrique, vous avez l'Afrique. Alors, avec l'Afrique dans un premier temps, 5 ans en Afrique, une centaine de réunions en Afrique. Je veux le dire quand même ici parce que ça a été un énorme travail avec des gros colloques et les entretiens africains, avec des revues, des articles, pour renouveler les relations entre l'Europe et l'Afrique. C'était ça qu'il fallait faire. Il faut continuer, parce que les Africains, ils ne veulent plus de nous, ils ne veulent plus des Français et des Européens en Afrique chez eux. Et c'est les Russes et les Chinois qui arrivent. Bien sûr, parce qu'ils se comportent beaucoup mieux que nous, beaucoup moins arrogants. Et en plus, avec Philippe, on avait décidé de continuer le travail sur la civilisation européenne. Donc Confrontation n'avait pas voulu prendre ce travail, parce que c'était trop lourd pour nos successeurs. Donc on a créé un séminaire qui s'appelle Europe 21, avec 5 ou 6 livres qu'on a publiés et des cahiers d'Europe 21. Et parallèlement, parce qu'il fallait donner à comprendre aux jeunes générations et aux gens, comme en Afrique, qui ne savaient pas lire et écrire, on a créé un festival de cinéma africain qui vient de se transformer en un cercle cinéphile avec tous les mois des conférences-projections à partir de pays du monde sur les sujets de l'actualité mondiale. Donc voilà, il faut le dire parce qu'on veut continuer. Et bien sûr, Confrontation continue, ça marche aussi avec Michel Verdevet comme président, Thomas qui est là aujourd'hui. Je regrette de ne pas l'avoir connu plus tôt parce que, non, et je lui dis, Thomas, l'avenir de Confrontation, c'est toi. Il vise la Commission européenne, non. Il faut qu'il forme autour de lui pour que les jeunes puissent reprendre, mais t'imprimer, que tu t'imprimes plus tout ce qu'on a voulu faire, pas pour faire pareil, pour pouvoir continuer. Ça, ce serait vraiment important. Et travailler avec des députés, parce qu'il y en a quand même quelques-uns de bons. Et au sein de la commission aussi, tu as des gens très très bien. Et puis surtout, pas perdre le contact avec les entreprises. C'est elles qui sont confrontées aux réalités de terrain. Les territoires aussi, les régions, mais les entreprises surtout. Donc ça, nous, on a voulu rassembler ces gens-là. C'est ce que j'ai expliqué à Yann Panek hier. La démocratie, c'est pas pour contre. La démocratie, c'est de rassembler des gens différents et travailler avec eux sur un projet. C'est ça la démocratie. Démos, République, Maison du Peuple. La démocratie, c'est la Maison du Peuple. Sinon, c'est quoi ? Il n'y a pas d'organisation autre que la nôtre, hier et aujourd'hui. Avec Démos et Respublica, vous avez déjà l'anticipation chez les Grecs. Démos. Des gens très différents qui pensent pas et République, res publica, la chose publique. Donc, on fait société autour de biens communs. Mais c'est déjà l'idéal antique.
Mais pour terminer, si j'étais... L'histoire se répète, et je ne veux pas du tout me comparer à Jean Monnet, mais quand même, c'est pas un hasard. C'est une base. Non, mais quand même, en tant que signe, pas du tout en tant que niveau. Et puis, j'avais pas l'expérience du jeune Monnet qui était déjà mondialiste parce qu'il vendait du cognac au Canada et aux États-Unis. Mais c'est vrai, il avait une expérience d'emblée mondiale que je n'ai pas. Ça compte l'expérience. Hein. En tout cas, le Monnet qui finit, c'est une boutade, mais quand même. Si j'avais su, j'aurais commencé par la culture. Et c'est exact. Oui, mais ça, c'est discuté, mais quand même. Quand il dit à la fin de sa vie, ce sera pas ce ne sera qu'une union entre États améliorés, mais pas la communauté que j'aurais voulu, il avait parfaitement compris que pour faire une communauté, il faut une formation. D'ailleurs, lui-même, il n'a pas voulu rester dans l'institution. Je vous rappelle que Jean Monnet a toujours fui l'institution. Il fait une expérience dedans et il veut sortir. Il serait sorti beaucoup. Même la commission, il crée son comité d'action. Ça ressemble à du confrontation. Il crée son comité de société civile pour essayer d'influencer. Il a continué un peu, mais un peu quand même désabusé en fin de vie, et il a compris qu'il y avait un problème culturel. Ça, il faut lire les mémoires, il a compris ça. Alors, si la boutade n'est pas exactement ça, c'est ça quand même. C'est Jacques-René Rabier qui a été son assistant pendant longtemps, qui s'est toujours insurgé quand on mettait ces mots dans la bouche de Monnet. Oui, mais il y a plusieurs biographes. Hein. Il y a aussi, il faut lire les Britanniques. Il a eu des assistants britanniques, dont un fait pour Genève, pour la Fondation Jean Monnet et la Fondation de Lausanne, dit autre chose, et c'est un Britannique. Il y a plusieurs sons de cloche. Mais bon, mais tout ça pour dire... Il a fait un papier sur Jean Monnet et nous, qu'on a traduit en français et en anglais. Et suite à ce papier, où il a essayé de comparer ce qu'a voulu faire Jean Monnet et ce qu'il fallait faire aujourd'hui, dans son papier. Et suite à ce papier, ils l'ont appelé de Lausanne pour qu'il rentre dans le comité Jean Monnet. Et le fils de Jean Monnet l'a appelé lui, à Paris. J'ai deux, c'est ça. Je l'enverrai ce papier si ça vous intéresse. Et je suis administrateur de la Fondation Jean Monnet Lausanne et membre du comité d'honneur de l'Institut Jean Monnet Paris. Mais bon, donc, je maintiens, et le hasard fait que je termine ma vie en me disant, si j'avais à recommencer, je commencerais par l'éducation. Bah, tu peux terminer par ça. Oui, mais je suis trop vieux. Alors par contre, vous voyez, tiens, un apport de Confrontation Europe quand même, partiel. Alain Lamassoure, pour le Conseil de l'Europe, est sur un gros projet sur l'apprentissage, sur l'éducation à l'histoire en Europe, avec des résultats, il nous a donné des avant-premières. On sombre. L'enseignement de l'histoire devient une peau de chagrin, ou c'est du n'importe quoi, et particulièrement de l'histoire européenne, particulièrement de l'histoire de l'Europe. D'ailleurs, voyez aussi les symboles. Où sont les films sur la création de la communauté? En faire une épopée, personne. Il y en a eu un sur commande. Il y a Blasini, la petite fille de Romy Schneider, comme par hasard. Et puis il y en a eu un autre, c'était 25 petits courts-métrages dans un seul film, où chaque pays donnait sa vision de l'Europe. Oui. Ah, oui, mais ça c'était l'Europe. L'Europe, c'est de la peinturlure. C'est le côté négatif. Non, mais c'était intéressant. Oui, mais justement, comme toujours, une face sombre est intéressante. S'ils nous montrent l'Europe, c'est une série de peintures. Des peintures, c'était ça. Et les Anglais, quand ils se passaient sous la douche, leur drapeau européen, ils fondaient avec l'eau qui coulait. C'était ça le film. Exactement. C'est très intéressant. Mais donc, le défi éducatif est majeur. Hein. Parce que c'est les jeunes qui vont faire la métamorphose ou pas. Enfin. Moi, c'est une parole d'ancien, particulière, heureusement, qui était... On est jeunes dans notre tête. Voilà, on est jeunes dans la tête. Sauf qu'on n'a pas le que faire exact, justement. Mais on a une méthodologie fondée sur une expérience, et on a eu la grande chance quand même d'avoir des appuis institutionnels côté commission. Même encore hier, hein, on a pu faire les entretiens européens parce que la commission soutient ce que je fais, même s'ils n'aiment pas ce que je dis. On n'est pas convaincu. Officiellement. C'est plus... Alors oui, je ne suis pas sûre qu'ils soient dupes complètement. Ouais.
Ils savent, comme Parce tu dis, que- que ça et- fait avancer le schmilblick. Mais en plus, Massimo vient de m'envoyer un petit mot de félicitation qu'il a beaucoup Ah. appris du colloque, très intéressant. Ah bon. Il était là, et Tout le monde a été était convaincu là toute que la ça journée. tombait à point nommé. Oui, mais ils n'étaient pas contents qu'on bouscule à ce point leur travail De la DG. de la DG Énergie et de la Commission. Non, il n'est pas parti exprès, non, c'était Non. prévu. Ok. Il partait en Allemagne. Et donc il avait un avion aussi. Mais il me l'avait dit, à 6h, je pars. Et je lui avais dit, c'est promis, tu auras causé avant 6h. Et puis je ne pouvais pas ne pas faire causer les ministères tchèques et français qui étaient en ligne. Et du coup, il est parti. C'est pour ça qu'on a eu Yann Panek à la fin. Mais peu importe, c'est pas grave. Mais j'avais peur qu'ils disent... parce que normalement, les recommandations qu'on a servies hier, il y en avait une dizaine quand même, hein, quand on écoute bien, pour une autre politique énergétique, devraient être à l'ordre du jour du forum nucléaire de Prague les 10 et 11 novembre. Alors, le gouvernement tchèque m'a appelé pour savoir si je venais. J'ai dit oui, bien sûr, avec le soutien de la commission. Sauf qu'hier, en écoutant Yann Panek, je me suis dit, c'est râpé, hein. Ils ne vont pas m'inviter et on ne va pas mettre les recommandations au cœur du débat du forum. Or, il me dit, à bientôt à Prague. Donc, ça c'est sympa, déjà pour commencer, mais c'est quand même un espèce de débouché institutionnel. Je ne dis pas qu'ils vont retenir ce qu'on dit, mais si on arrive à mettre cette problématique-là et ces recommandations-là qu'on a fait dans le débat sous la présidence tchèque, bon, on ne va pas révolutionner le monde du jour au lendemain, mais au moins, ça peut être pris en charge par quelques associations, quelques pays, et là on avance. Alors, il faut 10 ans après, hein, oui, je sais. parce que Oui, rien de oui. taxonomie, Les avec changements 3 ans. culturels sont très longs. Pour un petit truc de rien du Oui. tout. Tu as parlé sur les Anglais. Moi, j'ai fait une étude avec mes étudiants qui venaient Tiens, ici. il y a une question. Oui, il y a un monsieur qui avait une question. Il a depuis Un longtemps. commentaire et une question. Je voudrais d'abord vous féliciter pour votre discours, vous remercier, je le trouve très décapant et très enrichissant. Pour moi, vous incarnez une rare forme de sagesse contemporaine, et je ne vous comparerai pas à Jean Monnet, que je n'ai pas connu, mais je vous comparerai plutôt à Edgar Morin, qui pour moi est l'autre sage encore en vie et dont la pensée est toujours rafraîchissante. Je voudrais que vous nous expliquiez un peu plus votre vision de la refondation de l'Europe. Parce que pour moi, si je regarde les 30 dernières années, l'Europe est ballottée entre élargissement et approfondissement. L'élargissement, il a été provoqué ou permis grâce à la chute du mur de Berlin. Mais de nos jours, on a vu les limites avec notamment la crise financière et on a dit qu'il faut approfondir. Et puis maintenant, avec la géopolitique, la guerre en Ukraine, on reparle d'élargissement. Et donc je voudrais vous demander, pour moi il y a deux problèmes, il y a un problème majeur dans l'Europe, c'est qu'il y a une certaine hypocrisie et on n'ose pas dire non quand on devrait dire non. Je pense qu'en termes d'élargissement, on doit savoir dire non, ça c'est une première chose. Et d'autre part, sur les coopérations dont vous parlez, je pense qu'on a deux grands blocs. On a, notamment quand on regarde, je ne vais pas parler d'énergie parce qu'on en a parlé beaucoup hier, mais sur l'armement, il y a le bloc des pays qui veulent le parapluie de l'OTAN avant tout, et il y a d'autres pays plus grands peut-être, comme la France notamment, qui veulent une souveraineté européenne. Défense européenne. Une défense européenne. Mais celle-ci n'est certainement pas possible à 27. Et donc, la question, comment est-ce que vous voyez la progression des choses? Moi, je pense qu'il faudrait d'abord qu'il y ait un président de l'exécutif européen qui soit élu et pas nommé par les chefs d'État. Donc, c'est ce qui donnerait une légitimité à la Commission européenne. Et d'autre part, je pense qu'il faut qu'on sorte de cette hypocrisie diplomatique et qu'on sache dire non quand il faut dire non. Et pour cela, je voudrais... il y a les grandes idées, mais il y a aussi la politique des petits pas que proposait Jean Monnet. Et qu'est-ce que vous suggérez? Les grandes idées ou les petits pas? Est-ce qu'on peut intégrer dans la question là, Un petit pas pour aller vers les grandes idées. ce qui s'est passé récemment à Prague, la réunion à 47 États et la proposition d'élargissement Oui, il a dû en parler. sans La approfondissement. communauté politique, entre guillemets. Alors, il y a un désaccord, il va peut-être se lever à propos de l'élargissement. Donc vous vous posez plusieurs questions. Le problème de la configuration territoriale est posé, et on ne peut pas la poser de façon défensive. Je pense qu'il faut
l'a posé, c'est par rapport à la nouvelle situation de l'Europe dans le Tu monde. ne parles pas assez fort parce qu'ici on ne t'entend pas. Hein. Nous on entend plus là-bas que. Mais on m'entend là. Bah oui, non, mais il n'y a pas de suivi. Ça nous intéresse. Il faudrait peut-être peut-être vous Non, mettre. mais je plaisante parce que la dame elle n'entend pas. Oui. Ça va? Je crois que ce problème, élargissement ou pas, doit être reposé différemment que par le passé. Bon, déjà le premier élargissement n'a pas été bien accepté. Et heureusement, les nouveaux pays membres, qui eux étaient de notre culture tout autant que nous, la culture de Comenius sur l'éducation est supérieure à celle qu'on pouvait trouver en France, à mon avis. Donc ils étaient dans l'Europe, ça c'est certain, mais l'histoire a fait qu'ils ont été pris, happés dans le régime soviétique, et à cause d'ailleurs du partage de Yalta, etc., etc. Donc ces gens-là ont autant vocation que nous à être dans l'Union européenne, ça crève les yeux, à mon avis. Mais on n'a pas réussi. Il s'y trouve bien, même Orban, il ne veut pas en sortir, mais on ne peut pas dire que ça se passe très bien du point de vue de la cohésion de l'Union et que ce n'est pas forcément de leur faute, c'est de la nôtre, mais moi je n'ai pas le temps de développer ça. Mais autre élément, le monde a changé. Et donc l'Europe doit se positionner par rapport au bloc ou pas au bloc aussi. Donc c'est dans ce contexte-là qu'on doit lier la question d'élargissement à la question de l'enveloppement, ou si on peut dire les choses comme ça. Mais je vais d'emblée au résultat que j'ai déjà sorti. Il y a besoin de jouer sur deux ensembles. L'Europe comme union qui doit devenir une fédération, je ne dis pas État fédéral, une fédération de peuples, et une confédération à bâtir avec les proches, avec les voisins. Une confédération qui peut même être plus que pan-européenne, parce que pour moi, évidemment, la Russie est dedans, parce qu'elle est autant Europe que quasi, entre parenthèses, obligatoirement. Et moi, j'irais même jusqu'à prendre des pays du Maghreb qui ne sont pas n'importe quelle Afrique. Et la Turquie, on s'est interrogé. Non, mais je donne un peu mon avis, j'idéalise. Mais attends, on en parle. Non, mais je n'impose pas, je dis. Je n'impose pas. Je veux pas. Attends, je veux pas mettre le débat là-dessus et avoir ta réponse, on l'aura. Mais je fais l'hypothèse qu'il faut une configuration plus vaste, avec des proches. Et pour moi, je ne suis pas contre penser un petit peu, ça pacifie. Il y aurait. Bon, passons, mais je ne vais pas me battre là pour l'entrée du Maghreb. En tout cas, la Russie, c'est une évidence, et la Turquie. Ils se tournent vers l'Afrique de l'Ouest, de toute façon, le Maghreb, c'est fini. Ce que tu as de la Russie, c'est mot de clé. Ils se tournent vers l'Afrique de l'Ouest, ils investissent à mort Oui, le Maroc descend vers le sud. Dans ce cas-là, le problème se pose. Mais l'Algérie, c'est différent. Hein. La Serbie, par exemple. Oui. Mais bon, j'aurais pas dû entrer dans le Maghreb parce que je ne voulais pas soulever cette question. Ouais. Donc il y a un ensemble confédéral, mais qui n'est pas la communauté politique. Je réponds d'abord là. Parce que la communauté politique est justement une ressucée de... C'est une coordination intergouvernementale. Ça me fait penser à l'Union pour la Méditerranée de Sarkozy, qui était une bonne idée, pour le coup. Attends, trop intergouvernementale entre des États qui sont rivaux et qui se font la peau sur tous les fronts, sur la plupart des fronts. Donc il n'y a pas de soubassement social et culturel. Donc cette confédération, elle doit se faire d'emblée autour d'objectifs, et dont la base a été posée par Gorbatchev magnifiquement. La maison commune repose sur un accord de sécurité collective fondé sur le désarmement. Gorbatchev est le meilleur, j'insiste. On a gâché. Il est refusé par les Russes, donc ça, ils sont co-responsables, évidemment, les Russes. Mais la maison commune, c'était ça. Et d'ailleurs, regardez un papier d'Attali, je lis dans les Échos, qui est quand même un bon journal, c'est mon deuxième journal, bon, après Financial Times. Attali pond un papier sur l'Europe veut menacer de désintégration. Alors je me dis, merde, il est sur mon terrain. Décidément, il y a des rivaux que je n'attendais pas. Des amis aussi.
Oui, mais je sais, mais attends, laisse-moi finir. Et de quoi il parle dans son texte? En trichant. Ah. Et c'est à propos de l'Ukraine, en sous-jacent. Avec Mitterrand, on avait lancé l'idée, non pas de ma confédération, mais quasiment, si. On avait lancé l'idée d'une maison commune, justement, il s'approprie Gorbatchev, enfin tout ça. Alors que Mitterrand, au contraire, était figé dans l'ancien monde. Il ne voulait même pas de réunification allemande. Donc, et Attali, c'est pour dire, on avait posé la bonne question à l'époque de son bien-aimé. Non, c'est pas Gorbatchev, non, c'est Mitterrand. Avec Mitterrand, j'avais bien posé, c'est ça que ça veut dire, j'avais bien posé la question. Et parce qu'on ne l'a pas fait, on se tape la guerre en Ukraine, grosso modo. Lamentable. Mais l'idée est bienvenue de la recherche. Donc voilà, en tout cas, il faut faire une confédération. Massimo. Massimo, Il avait un vol. On se rappellera comment. je t'appelle dès ce soir. Ah. Super. Donc, Mais Philippe, je m'éloigne pas tellement de vous parce que je vais voir votre bon ami Moscovici. D'accord. Ah, bah, J'ai une bonne excuse, tu vois. tiens, bah, on m'a mis un livre. Ah bah c'est bien, on reste en Ah, bah, contact. attends, je t'en donne un. Oui, mais je ne vais pas le signer à coup de vent. Ah, bah, merci. Philippe, moi, j'ai Attends, avec j'ai toi. pas fini Ah, ma d'accord. réponse, parce que j'ai pas répondu au monsieur. J'ai oublié ton nom. Mais j'ai répondu à, j'ai répondu à la dame au passage. Et donc, d'un côté, une confédération qui assume ces fonctions-là, et non pas un ectoplasme de coordination intergouvernementale à la Macron, quoi, grosso modo, bien qu'ils sentent les trucs, hein, quand même. Et l'élargissement, on n'y coupe pas. On n'y coupe pas parce que on va avoir, dans le cancer à nos portes, c'est pas simplement l'antagonisme qui deviendrait historique entre l'Ukraine et la Russie. C'est pire qu'un cancer, c'est un cancer sans rémission, là. Mais aussi les pays des Balkans étant victimes de cette affaire. Donc l'entrée des pays des Balkans, nous étions pour dès la guerre des années 90. On est obligé. D'ailleurs, ils font partie de l'Europe comme nous. Ils étaient demandeurs à la Bosnie-Herzégovine. On a fait deux grosses. Oui, Rocard les a abandonnés lâchement. Et Rocard voulait incorporer la Bosnie-Herzégovine sous le feu en 93. Mais bon, donc, différence sur l'élargissement, mais voyez bien qu'il faut confédération, ça va ensemble. L'accord de sécurité collective dépasse l'Europe. Donc c'est vraiment une création institutionnelle, celle-là que je n'ai pas développée, mais c'est ça qu'il faut chercher. Et du coup, on aura une Europe qui sera mieux placée dans le monde au lieu d'entrer dans les blocs. Et du coup, la question des Balkans et autres pourra se poser, de l'entrée sera posée différemment. Et l'Ukraine, on n'y coupe pas. On a fait les promesses non tenues, ça fait beaucoup de mal. Sauf que sans accord de sécurité, ça ne tiendra pas. Surtout que ce pas des gentils. Hein, c'est pas des, non, mais c'est des frères ennemis. Les Russes et les Ukrainiens, ils se ressemblent. Des frères ennemis. Bien sûr. Ils se ressemblent. La place des Je pense que si États-Unis on d'Europe. était confrontés à la même situation, Alors, c'est pas gentil. et alors, États-Unis. Venez entrer. Alors, justement. Par nos enfants aux armes, citoyens. Et alors, oui, je n'ai pas répondu maintenant à un autre aspect de la question, président élu ou pas président élu. Alors, troisième type, dans vos plusieurs questions, là. Je ne penche pas sur cette solution-là, mais je ne dis pas que j'ai raison. La solution à la Barnier, lui, qui s'intéressait plus aux institutions qu'aux politiques publiques, quoi. En tout cas, ou qui était prêt à apprendre, cela dit. La solution à la Barnier, c'est président élu. La solution néo-gaulliste, c'est président élu au suffrage universel européen. Ce n'est pas la mienne, parce que c'est l'hyperdélégation alors qu'il y a besoin de participation. Donc j'ai déjà besoin d'une refondation de l'Union qui va faire appel aux sociétés elles-mêmes. D'où ces projets de biens publics type éducation qui deviennent majeurs, ou système d'information mutuelle. Il n'y a aucun système d'information et de communication publique européenne. Ça, Habermas avait raison là-dessus. Il y a besoin, c'est criant, quoi. Donc il faut reprendre les choses à l'envers, c'est-à-dire la superstructure mentale
enfin, le problème de la mentalité devient un problème commun. C'est ça les solidarités concrètes dont il parlait. Et donc, il faut faire des solidarités concrètes et libérer les solidarités, les coopérations tous azimuts horizontales, faisant appel aux collectivités territoriales, etc., aux industries, etc., aux entrepreneurs. Donc, je la construis par le bas et pas que par le haut déjà, je ne suis pas là-dessus. Mais en même temps, oui, parce qu'il y a des fonctions collectives. Je ne peux pas assumer, genre sécurité collective, genre le traitement climat et développement. Donc c'est des fonctions collectives. Donc je dois revoir le haut aussi. C'est du en même temps, hein, mais du vrai, je pense. Bah oui, mais de Paul Ricoeur. Alors en même temps, il faut rebâtir le haut, et je préfère alors comme solution, parce que je crains l'hyperdélégation, je préfère une solution d'un collège politique. Vous définissez demi-douzaine des grandes fonctions à faire ensemble, des biens communs européens à bâtir. Il y a là un élément de constitution à la face sous les biens communs à définir. Vous en avez déjà plusieurs hein, qui sont posés dans l'énergie, et vous allez avoir l'éducation dans mon petit... La santé. Et la santé. Et on rajoute éducation, santé, on a toute la liste. Donc vous avez 8 à 10... L'eau, oui, bien sûr. Alors vous avez, mettons, maximum 10 fonctions collectives. Des grandes, pas des segments administratifs. Et là, vous allez constituer un collège politique en cherchant sa légitimité dans les nations. C'est-à-dire, en même temps que les élections européennes, vous auriez... Alors, où qui va faire la liste, etc. Autre question que je ne vais pas dans les détails, puisque je n'ai pas eu de... Personne n'a travaillé là-dessus, bon, mais on irait dans les détails. On aura une solution mixte, comme d'habitude. Mais il faut que ce collège, dans la version néo-gaulliste, ça pourrait être un congrès d'ailleurs. Au lieu d'être suffrage universel, ce serait un congrès des élus nationaux et européens, dans la version néo-gaulliste. C'est pas bête. Mais je préfère qu'on aille qu'il y ait campagne sur... Les Américains, c'est un modèle aussi. De ce même Attends, mais on va parler... Oui. fédération. Oui, non, mais justement, il faut que je réponde à ça. C'est autre chose, parce que les vieilles nations d'Europe ne veulent pas se fédérer. Et donc, on n'en est pas à la sortie des États-nations. Mais bon, je finis. Les candidats possibles à ces fonctions communes de biens communs mèneraient une campagne pan-européenne en même temps que les élections aux députés. En même temps. Et de là, on sortirait la composition d'un collège. Ils auraient expliqué comment ils construisent mes biens communs européens. Ils feraient campagne là-dessus. Et ce collège politique coifferait l'administration juridique et la commission. Parce que quand Gerson me disait, faut voir quand même, ça compte la compétence de nos dirigeants. Jean me dit, qu'est-ce que tu as amené à la commission? Une pensée macroéconomique. Ah oui, j'ai passé par la planification française. Ils n'ont pas ça. D'où leur pacte de stabilité, croissance bidon, etc. Et d'où leur compréhension de la géoéconomie du monde, qui est très faible. Beaucoup plus forte aux États-Unis, évidemment, ou en Asie, où il y a des fondations majeures qui travaillent là-dessus. Nous, on n'a même pas l'équivalent d'une fondation américaine. On n'a même pas une cellule de prospective à la commission. Alors, on créerait en même temps... On a une cellule. Alors on créerait en même temps des organes, alors plus cellules de prospective et de programmation quand même. C'est-à-dire il y a des projets pan-européens qui doivent faire de la programmation. Ça doit aboutir à de la programmation. Et on aurait une planification qui serait bottom-up précisément, c'est-à-dire par concertation entre les différents pays, on élaborerait les éléments programmatiques de réponse aux problèmes des biens communs que j'ai cités. Bon, voilà ma construction. Elle est déjà trop élaborée par rapport au fait qu'elle n'a jamais été discutée. Parce que c'est ça la vérité. Oui, mais l'affaire, alors là, l'affaire, Thomas est parti, mais là, s'il y a des associations qui rassemblent du monde, ça vaudrait le coup de la travailler, parce que c'est quand même assez concret finalement. Et tu me faisais penser, parmi une recommandation hier, la filière européenne nucléaire dont on parlait hier, oui. On pourrait titrer construire le bien commun. C'est ça, le bien commun. Ce serait la filière elle-même. Mais après,
tous les États ne sont pas d'accord pour créer une filière commune, puisque chacun veut travailler en fonction de ses intérêts avec d'autres partenaires. Avec les Français, c'est Donc pas il- évident. donc il y a On besoin est d'un les seuls organe dans la supranational. technologie, Voilà, les Polonais veulent travailler avec les Américains, les Hongrois avec les Russes, tout ça. Donc c'est Les Polonais, extrêmement- ils sont posés ensemble la question avec les Américains. Attention. Hein. Ah, il l'a J'ai cité des en premier, informations. hein, je les connais bien J'ai d'intérieur. récemment des informations. Les Polonais, ils sont en doute maintenant sur les Américains, ce qui s'arrive. Oh là, non, non, Si, oh si, si. non, oh non. Moi, mais non, c'est, mais non. moi, je dis, c'est Marine Apostol. Oui, oui, non, mais je peux te Quoi? dire que Non, ce ils qu'il sont a en dit. train Marianne de. Apostol, je Marine connais bien. Apostol, c'est un ami, T'as tu le entendu connais. Koubaki? C'est un ami à moi aussi, alors. Ah ouais. Marine Qu'est-ce qu'il Apostol, par exemple, il a dit on est en train de faire réviser notre vision sur les Américains, sur l'influence américaine sur nous. Vous savez, là, Marine Apostol. Oui, il y a- Oui, mais enfin, ils Ça- veulent aussi le GNL américain, Non, ils veulent des oui, armes Marine- américaines, oui, ils Marine- veulent le non. nucléaire américain. Marine Apostol, c'est quelqu'un, c'est un académique qui a travaillé Oui, au d'accord, moins 20 mais- ans. Oui, mais nous, on est en direct avec les ministres. Il y a Hier, tout- tu as eu le ministre. Voilà, il y a en direct, toujours une minorité. Il a dit, Il- Koubaki, il y a il venait toujours du des ministère de minorités qui l'Industrie et Courtica, avant, il était le ministre du Climat. Ils nous ont dit les choses. Il a cité les Américains. Alors, ils auront peut-être des partenariats L'opinion, mixtes. moi je parle Ils auront d'opinion. C'est là l'État. Moi je parle de l'opinion publique universitaire. Ah non, oui, Non, non. oui, non, mais non. Qui est des académiques là-dessus, je veux bien le croire. Marianne Apostol. Mais qui est des académiques là-dessus, je veux bien le croire. On a des Mais alliés dans la dire société. opinion publique, non. Une évolution. Ouais, non, Non, non. c'est pas majoritaire. Les États-Unis Mais ça vient majorité. ont été... Mais ont ce été- n'est pas les Polonais, en Les- plus, les- ils nous en veulent de ne pas Ben les oui. avoir bien accueillis. Qui? On les a accueillis avec le plombier polonais, mais nous, on a Mais on a oui. fait Très venir. bien. Pour eux, l'Union européenne, c'est la grâce de Dieu. Pour les Mais pas du tout. Non, 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 Alors, non. mais ils ont Non, été non, humiliés, mais non, les mais Polonais. non, mais Mais non. attends, on a fait une Mais soirée non, avec mais Christophe non. Zanussi à Paris Oh là là. récemment. Il nous a dit, nous, on a adhéré avec l'enthousiasme de, Oui. de nos retrouvailles. Voilà. Ouais. Et en guise de au bout d'un retrouvailles, an, on a été déjà sous le choc de Et on comment est on dev- a été accueillis. et on dans est les devenus des services, le cyniques. plombier polonais, etc. Et il nous a dit, aujourd'hui, on a un gouvernement réactionnaire, enfin illibéral, comme on les appelle en illibéral, Pologne, et il dit, il faut savoir pourquoi. Ben, bien Et sûr. il y avait même dans la population un anti-européanisme qu'ils ont colmaté parce qu'ils ne veulent pas sortir de l'Europe, mais ils ne veulent pas qu'on leur impose nos choix et notre culture et notre façon de penser. Ils veulent rester des Polonais, mais en s'intégrant quand même à l'UE, ce qui est différent. Ce que nous, on n'accepte pas, parce qu'il y a Ce très qui vient peu de dire d'ouverture et de Philippe, c'est la Attends, raison. laisse finir, madame, parce que C'est le la- raisonnement. Et les derrière. Polonais aujourd'hui, ils savent très bien qu'au sortir de la guerre, ils ont eu l'aide américaine et pas l'aide européenne. Voilà, et voilà. Ils ont une mémoire aussi. Hein. mais bien Et sûr. que dans la guerre avec l'Ukraine, c'est eux qui ont accueilli les 3 millions d'Ukrainiens. Et nous, on leur a dit surtout, vous les gardez, un peu comme on a dit aux Turcs, surtout vous gardez les Syriens, on va vous donner des sous à la place, hein, tout ça. Et puis maintenant, on dit aux Polonais, ils disent, nous, on a besoin d'un parc nucléaire parce que on doit fermer le charbon. Mais il dit, pour avoir le nucléaire, on a besoin en même temps de GNL, on a besoin en même temps d'armes parce qu'ils achètent des avions et tout. Ils se tournent vers qui? Ils se tournent vers qui? Alors vas-y, concrètement, c'est les États-Unis. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'accord avec nous, parce que nous, la France, on est capable de leur vendre les turbines Arabelle. Enfin, il y aura des petits bouts, évidemment, y compris dans le parc nucléaire, mais ce sera des APMI. Et puis, en plus, ils sont moins chers que nos EPR. Donc, tout ça, ça compte. Alors, c'est pas encore fini, hein, parce qu'il l'a dit, Koubaki, hier. Il a dit Américain, France et Corée du Sud. Je vous rappelle qu'il a cité aussi la Corée du Sud. Oui. Donc, ils sont en discussion avec les trois. Faut écouter. Là, Alors, c'est- un mot sur les... Pour pas Géopolitiquement, rester là. est-ce que. Non, non, mais- Non, mais- Non, de toute façon, je- La France a d'excellents liens avec la Corée Ah ben, du Sud. tout à fait, Total. mais avec Il faudrait Les, passer... les Polonais, ils préfèrent la géopolitique de l'Union européenne que les Américains qui sont plusieurs kilomètres de là-bas. Ça, géopolitique, intelligemment, géopolitique. On parle de géopolitique. Les Polonais, ils sont Je heureux suis de pas l'Union d'accord, mais c'est pas grave. La portée des armes. Oui. Bon, Ils regardent Résout le au-delà de problème. l'Europe, Bien sûr, ils ils sont regardent atlantistes, les Polonais. transatlantique, ben Parce voilà. que l'Union Ils se européenne n'a méfient pas des fait son Russes, travail ils bien veulent ils tuer regardent les- les Américains quand L'Union il y a un européenne n'a pas vrai fait Ils ont une son vrai auto- travail. ils ont une autonomie stratégique, d'ailleurs, les Polonais, à En leur, plus, fa- les à leur Polonais, oui, façon. c'est un grand peuple. Hein. Attention. Non, moi je donne un exemple. Attends, Philippe. non, on ne va pas rester là-dessus, parce qu'il y avait aussi... Non, on parlait sur la défense Et surtout, européenne. ils sont On a Kaliningrad maison à du côté, Corps Europe, on a fait sur la défense européenne. C'est un exemple. Oui, mais Oui, c'est pas Claude, Ils sont sur la base. sur la défense T'as européenne, raison. Philippe, on a fait
déjeuner à la Maison du Peuple Europe Des avec armes. général Jean Marcia. Jean Marcia. Jean Marcia, vous le connaissez, Jean Marcia? Ça me dit rien. Voilà, vous n'avez rien, voilà, c'est ça. Alors, Donc, il a fait Attends, un moi je connais livre. pas toute l'intervention. Non, il a Tu fait. vas m'aider? C'est un général et en même temps, c'est un académicien. Ça veut dire qu'il a fait un doctorat en économie. bon. C'est un Relation métier. internationale. Ce que je veux dire, c'est important, ça, l'Europe. Il a fait un livre, Les États-Unis de l'Europe. Il était en. Il est pour tout Moi, retrouver. j'y viens aux États-Unis d'Europe. Personne n'en Ouais, veut. j'y viens. Tu as lu ça, le livre? Non, On a vu, oui. je viens de dire, J'allais j'allais répondre à la question des États-Unis dans un instant, mais ça fait un bout de temps que j'y travaille depuis le début de la. J'ai bien compris. Fédéralisme européen, il travaille. J'ai bien compris que c'est une vieille idée du fédéralisme européen qui ne passera pas. Non, il faut Non, non, renouveler, mais- il faut d'abord les solutions. Non, qui ne passera pas. C'est pas une. Confédération, c'est- différent. C'est déjà différent. J'ai dit que j'avais besoin d'une confédération et d'une communauté. Justement, Non. il fallait- Mais non, mais laissez-moi dire. Les États-Unis d'Europe, c'est le concept d'hier et d'avant-hier, plus exactement. Les Européens ont voulu copier les Américains qui ont fait une magnifique création institutionnelle et constitutionnelle. Nous ne sommes pas des pionniers sur une table qui quittent leur pays pour faire quelque chose en commun. Nous ne sommes pas du tout ça. Nous sommes des vieux pays qui tiennent à leur identité propre. Ce n'est pas du tout le même contexte. Donc, les fédéralistes historiques, on a des tas d'amis fédéralistes, d'ailleurs, je ne lâche pas le mot de fédération, moi, par contre. Mais pas sur le modèle américain, c'est mon élément de réponse. Pas sur le modèle américain, ce n'est pas notre contexte. Et en plus, on n'a pas non plus l'idée de faire une puissance mondiale, parce qu'en sous-jacent, il y a ça, les États. Hein, une Europe qui jouerait le jeu des superpuissances, ce n'est pas notre but. On est dans un monde où on doit être autant et plus lié à l'Asie et à l'Afrique qu'aux États-Unis d'Amérique. Et donc on a besoin d'une autonomie stratégique, mais qui ne va pas imiter le modèle américain, alors que les populations européennes, ce n'est pas leur culture, ce n'est pas leur histoire. Les États-Unis n'ont jamais été non plus, n'ont pas été le foyer des deux guerres mondiales, c'est l'Europe. On a une toute autre histoire. Donc je me suis toujours coltiné et c'est même une chance de l'Europe de ne pas faire comme les Américains. Non, mais donc c'est pas les États-Unis d'Europe. Claude, je réponds. C'est pas les États-Unis. On m'a posé la question. Bon, arrête. On peut plus. C'est pas États-Unis d'Europe. États-Unis d'Europe, c'est le modèle américain, approprié à des pionniers qui veulent faire une union. Comme s'ils réinventaient le monde, ils l'ont réinventé à leur façon. Mais même s'ils sont inspirés des Lumières, enfin bon, passons. Et de la religiosité, alors n'en parlons pas, ils l'ont gardé. Donc c'est pas nous. Et nous, c'est fédérer des peuples différents et qui veulent rester différents. Et ils ne veulent pas être coiffés, la preuve, par un État supranational fédéral. On n'est même pas capable de faire un budget. Même pas capable, même si les circonstances poussent à faire un budget. Mais même ce budget ne sera pas un budget de solidarité comme l'État français qui fait des enveloppes sociales ce ne sera pas ça. Ce sera un budget d'investissement, si vous voulez mon avis, sur des biens communs énoncés comme communs. Donc c'est autre chose. Delors a flirté avec l'idée de fédération d'États-nations. Alors je trouvais que ce n'était pas la bonne réponse. Mais j'ai exagéré, moi, pour marquer notre différence, comme on fait souvent. C'est une fédération où les États-nations subsisteront. Là-dessus, Delors a raison. Sauf que ça a foiré, la fédération. Les dimensions fédérales, on n'arrive pas à les construire correctement. Donc j'ai besoin de fabriquer des dimensions fédérales plus fortes, c'est notre débat tout à l'heure, d'être mieux enracinés dans les nations, en donnant des libertés d'initiative européenne aux collectivités locales, aux entreprises locales et autres, impressionnant, et aux régions. L'Europe des régions, c'est Denis de Rougemont. Hein. Denis de Rougemont, c'est l'Europe des régions. Hein. Dans les pères de l'Europe, on ne connaît pas, qui est un Suisse, Denis de Rougemont. Non, mais en France, on ne connaît pas, on n'apprend pas Denis de Rougemont. Lui, c'est l'Europe des régions. C'était fort d'ailleurs. Alors ça se fait sur les frontières, au niveau transfrontière. Ça se fait, avec la motte,
Ça se fait. Vous avez il y a des beaux projets exemples, communs oui. entre les pays qui partagent Ça la se fait même dans frontière. 30 C'est frontières. très important et très intéressant. C'était quoi? Mais c'est mobilisé sur les frontières. D'accord. Donc, C'est une si très tu- bonne idée. Très bonne. Oui, bien sûr. Très bonne. Donc, C'est la même, mais, voilà ma réponse un peu compliquée. D'où mon montage compliqué pour le centre, voilà, qui n'est plus. On retient alors plutôt le terme confédération, tout ce que tu dis. C'est entre fédération et confédération, si on veut. Mais il fallait Mais comme j'ai travailler besoin avec- d'institutionnaliser une confédération, comme je l'ai dit tout à l'heure, Je devrais utiliser le terme fédération. la confédération, dans le langage de l'italien du tournant du début des années 2000, comment tu l'appelles, le chrétien là, italien, président de la commission. Barroso. Non, Prodi. Prodi. Romano Prodi aussi était sur. Je parlais de confédération tout à l'heure. Barney aussi était là. Il était sur une Oui. confédération d'amis, le cercle des amis, voilà. Mais il était contre la Russie rentrer à l'Europe. Oui, et À l'Europe. mais Gorbatchev était passé par là. Il y a eu Gorbatchev, l'Europe, certains ont pensé qu'est-ce qui se passe après la chute du mur. Les Américains, comme des fous, on s'installe pour triomphe de l'Occident. Fukuyama, qui est célébré tous les jours, cet affreux nulard, qui a décrété la fin de l'histoire et le triomphe de l'Occident à sa façon. Parce que, ben oui, on enseigne ça dans les facs. Fukuyama, lui-même qui dit, enfin passons, qui n'en démord pas en fait. Bah, surtout maintenant. Si, mais en faisant amende honorable pour mieux être lui-même. C'est comme Alain Minck, c'est comme Nathalie, fait compagnie. Je vais te poser une question, Philippe. Est-ce que vous avez des communs avec Fédération fédéraliste européenne? Vous avez des- Dans les années 90, tout au long des années 90, ne des connais amis, pas, notamment les fédéralistes italiens, parce que les Italiens sont des gens très intelligents et qui sont toujours intéressés. Les Italiens, attends, je laisse, si tu peux, voilà. Quels sont nos ancêtres culturels sur former une union ou une communauté, comme voudrait une fédération européenne? C'est pas les Français. Les Français sont des souverainistes. Ils sont très peur de... Alors, vous avez Kant déjà, qui lui visait citoyen du monde, Jaspers, citoyen du monde. Hein. Donc, ils avaient une vue d'aujourd'hui, d'une certaine façon. Ils aspiraient à ça. Mais en tout cas, fédération européenne comme objet politique, j'en citerai deux, un Français quand même, Auguste Comte et les Saint-Simoniens. Saint-Simon, 1815, il faut créer un Parlement européen, etc. etc. Saint-Simon, 1815, disant, l'Allemagne s'éveille, la douce Allemagne, on disait à l'époque, elle s'éveille, elle va vouloir exister, la France et la Grande-Bretagne doivent créer une communauté européenne pour que ça se fasse de façon pacifique. Saint-Simon, 1815. Fabuleux. Donc un Français dont personne ne parle est un pionnier de l'idée européenne, et vous en avez un autre en Italie qui s'appelle Mazzini. Mazzini, lui, c'était plus actif. Mazzini, l'Italie n'était pas réunifiée. C'était dans les années milieu du 19e siècle. L'Italie n'est pas réunifiée. Il faut en même temps, on est vraiment dans nos machins d'aujourd'hui, en même temps créer une communauté, une fédération européenne et unifier l'Italie. Mazzini, de même que le meilleur critique de Descartes, c'est Vico, l'italien. Moi, ça ne s'apprend pas, ces trucs-là. Ah, les Italiens. Et puis, c'est Rossellini qui a donné à connaître tout ça, avec son coffret sur Pascal, sur Augustin, Descartes. Non, mais l'Italie, c'est une grosse ressource. Petite parenthèse, vous savez que votre Rossellini a sorti son coffret Oui. Ah, oui. sur Pascal, Descartes et Saint-Augustin. Il faut trouver. 16 millions d'Africains, 16 millions d'Italiens, pardon, qui ont vu la série à la télévision italienne. Nous, on le passe à Paris en ce moment. Bon, vous avez 180 personnes quand même, ah oui, sur Descartes. Alors, 16 millions. 16 millions d'Italiens. Je te propose, pourquoi tu fais pas un colloque C'est 2 minutes. À quoi? Un colloque, comme C'est- ça. On vient de le créer. Non, crée-le
de Nouveau Europe avec fédéralisme européen, un colloque Ah fédéraliste. non, mais Parce nous, qu'ils on ont n'est des pas bonnes des idées. fédéralistes, il vient de Non. l'expliquer en long, large et en Non, travers. ils donc sont des bonnes on idées. va pas reprendre le Non. nom. Moi, je suis membre conseiller, fédéralisme européen, avec ma... Ouais. comment ça s'appelle Ta belge. femme. Le Belge. Comment ça s'appelle Quel Belge? Dominique Rosset. Je vais à la Commission européenne. Il y a très bonne idée. Très bonne idée. On a... Non, mais c'est plus de notre âge, hein, faites-le. Non, c'est pas. Non, ça parle. Tu as, Les jeunes, là. hier, tu as préparé une grande conférence qu'il fallait Ah oui. entendre. Hein, l'Union européenne, il faut l'entendre. J'espère. Bah, Ça va, il j'espère, faut oui. l'entendre. Tiens, Tatiana, elle va la faire, la grande conférence sur Tu as l'éducation. mis ce qu'il... Tu as parlé vraiment, au fond, ce qu'il fallait. Ben, moi, je dis, ah, bravo. Il faut que des jeunes prennent leur lait, là, les frères. Hein. Parce que Justement. nous, on va pas durer vitam aeternam en plus. Hein. J'en profite d'avoir 82 ans, 73 ans, c'est pas nous l'avenir de Oui, mais l'Europe attention. quand même. Hein. Il y a quand même des programmes scolaires hein, pour que les autres n'en Alors, restent pas. il faut travailler sur les programmes, on est bien d'accord, mais pour travailler sur les programmes, il faut savoir ce qu'on veut mettre dedans, hein, parce que ça peut être tout et le pire, ça peut être le meilleur et le pire. Hein. Les collègues conférence européenne, fédéralisme européen. Voilà, jeunesse. Voilà. C'est le seul truc. Ça, il y a beaucoup de On va choses donner ça à communes. Philippe, tiens. Fédéralisme européen, J'ai connu un tel confédération Lui, européenne. il a dit, c'est son dernier livre. Au bout d'un moment, tu sais, on s'épuise. Hein, on n'est pas fatigué, mais on s'épuise dans le sens où on a envie aussi maintenant, moi avec mon cercle cinéphile, je me régale. Hein. Voilà, au bout d'un moment, ce sera moins lourd et tout aussi important. On touche à l'éducation. Avec ce cercle cinéphile, il me proposait d'organiser encore un grand mouvement sur le fédéralisme. Je lui dis, bon, d'abord, c'est pas le pareil concept, mais surtout, on a envie de faire autrement l'éducation populaire. Alors, on ne va pas ouvrir une université populaire, il y a pensé, lui. C'est trop tard. Mais avec un ciné-club, on peut. On Mais- peut faire. Le cinéma dit Ah, tout. ah. Beaucoup. Quand tu choisis bien Voilà, les films. voilà. Mais un dernier mot à propos de ça. Berne. Il te parle. On était engagés dans les programmes scolaires à la suite de ce que vous Ah, avez d'accord. proposé. Je vais dire un mot sur la fille de Berkeley. Non, mais du coup, ça m'a évacué un petit peu ce que j'avais à dire. Dommage, oui. Ça va me revenir dans ma rêverie. Non, voilà. Une chose que j'ai apprise par ce travail-là, de retour à Descartes, à Saint-Augustin et compagnie, j'ai appris quelque chose. Il y avait des gens qui... On est beaucoup plus faible que certains génies du passé, les Montesquieu et autres. Je vous rappelle que dans le passé, il y a eu un magnifique débat séculaire sur le débat des anciens et des modernes. Et ça discutait ancienne époque, nouvelle époque. Et de même, vous avez au XXe siècle des gens qui ont compris notre époque sous le feu, quoi, et des guerres mondiales, et qui avaient une profondeur d'esprit supérieure à celle qu'on trouve aujourd'hui. Donc j'ai appris une chose, c'est qu'il n'y a pas de progrès de civilisation. Il y a des hauts et des bas. Et j'ai appris aussi au passage, grâce à Jasper et d'autres, que notre civilisation n'est pas supérieure aux autres. Ah oui, mais il faut arriver à l'accepter, quoi. Donc il n'y a pas de progrès. Il y a un progrès technique. Oui, on est bien meilleur en technique que jadis. Mais je ne vois pas d'autre supériorité. Peut-être. Alors on va dire oui, mais on a inventé la démocratie. Effectivement, les Grecs, ils faisaient des génocides aussi. Hein. Attention, ils avaient des esclaves. Ils génocidaient Mycènes, etc. Donc il y a quand même des progrès. Il y a quand même des progrès dans notre démocratie occidentale. Hein. C'est pour ça que je préfère y rester. Mais quand même, on ne peut pas dire que c'est un progrès uniforme. Et c'était la question de Madame tout à l'heure. On risque de tomber dans une période assez catastrophique, qui ressemblera à l'entre-deux-guerres, ou peut-être en pire, autrement. Et on n'a pas formé les jeunes pour ça. On n'a pas formé les gens pour ça. Les jeunes. Et je vous rappelle aussi, la deuxième... je vous rappelle que c'est pendant la Deuxième Guerre mondiale que plus que des génies, des gens se sont mis en tas pour penser la sortie de crise.
je revalorise mes fameuses 30 glorieuses. Là. Il s'est passé une renaissance, il y a eu une renaissance de l'Europe après la Deuxième Guerre mondiale. Elle est inaboutie et on retombe. Et, à mon avis, elle est inaboutie. Ce n'est pas les petits pas institutionnels ils commencent à avoir des effets pervers, justement, parce qu'ils commencent à nous plomber, alors que c'est-à-dire la voie ascendante de Jean Monnet vers les idéaux du passé, parce que c'était des gens des idéaux d'avant, la paix perpétuelle de Kant. À quoi ça sert d'unir les Européens sinon pour bâtir une paix perpétuelle? On n'en est plus là du tout. Et protégeons-nous, protégeons-nous, on est dans... Mais on va devoir se reposer des questions. Je crois que mon livre, de ce point de vue-là, a un côté d'anticipation des questions qu'on se posera. Je pense que... Mais on n'est pas prêt, c'est ce que dit Claude à propos. Si l'éducation est un naufrage, ce que je pense à Nana Massour, qui travaille là-dessus depuis 4 ans au moins, sous l'antisou. L'école est un naufrage. Quand la France se traîne dans le dernier rang, y compris pour les mathématiques, on continue d'apprendre au français. Oui, à la base, c'est peut-être des problèmes, mais on a quand même beaucoup de prix Nobel, ou l'équivalent prix Nobel. Et les statistiques, il y a une étude comparative qui a été faite, les Britanniques sont devant nous et les Chinois aussi. On n'est plus les... Ben oui. Les Ukrainiens sont devant nous, Philippe. Ou les Ukrainiens, voilà. Les Bulgares aussi. Enfin, on est les derniers. Non, on est les derniers à l'école. Non, à l'école. À l'école. Au niveau des... Non, attends, je disais, au niveau de l'école de base, on est dans les derniers, tout à fait dans les derniers. C'est terrible. Dans un pays qui se veut cartésien, dites-moi, et dans un pays qui se veut cartésien, c'est du néolibéralisme, on n'a pas besoin... Oui, on n'était pas obligé de plonger là-dedans comme d'autres. Oui, mais pourquoi les Coréens ou les Chinois, l'éducation... Je réévalue Confucius, l'éducation c'est la valeur numéro 1. Confucius. Toujours. Les Ukrainiens qui sont arrivés en France, et qui sont allés à l'école, ils sont arrivés en seconde, ils ont dit, mais enfin, ils ont une bonne 5e en maths. Au moins 1 an ou 2 d'avance. Oui, 2 ans d'avance. Et en Belgique, on Dingue. vit ici aussi entre. Il faut dire que dans Russie, en ukrainien, le système scolaire, c'était comme ça aussi. Les programmes ne sont pas les mêmes. Et côté flamand, les enfants de 12 ans ont 1 année d'avance. Ah oui, oui, t'entends. Donc en Belgique, les Flamands sont meilleurs que les Wallons. Ils ont 1 année d'avance. On n'a pas de guéguerre interne. On va s'arrêter. Il est 1h. Oui, on va arrêter. Parce qu'on a le train aussi, nous. Oui. On repart pareil. Hein. Merci beaucoup. Mais de rien. On a failli, hein, on a failli habiter. Voilà. C'est un bâton rompu. Alors maintenant, il faut lire le livre, hein. Il faut l'acheter, il faut le lire. Ah bah, Quel nom je